Salut les toppers, salut les toppeuses. Aujourd'hui, nous allons parler des critiques ou des limites du concept des langages d'amour parce que j'ai vu certains coachs parler de ce concept comme si c'était la solution à tous les problèmes dans un couple. Mais non, ce concept a ses limites et pas mal de critiques aussi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Donc, c'est parti pour un nouveau top 10. Donc, comme je disais, ce concept, bien qu'intéressant, bien qu'original, ne résout pas tous les problèmes dans un couple. C'est-à-dire que ce n'est qu'un outil de communication. Il y a plusieurs outils. Ça, c'est la première critique. Dans un couple, il y a plusieurs choses qui font marcher un couple. Par exemple, à quoi ça sert de savoir parler le langage d'amour de ton partenaire si tu es quelqu'un de malhonnête? Si ma partenaire est malhonnête, peu importe à quel point elle parle mon langage d'amour, si je ne lui fais pas confiance, ça ne sert à rien. En fait, si je ne te fais pas confiance, ça ne va servir à rien. Si par exemple, moi je parle le langage d'amour de ma partenaire, mais que nous n'avons pas la même vision, on ne va pas dans la même direction, ça ne sert à rien. Si nous n'avons pas des mécanismes de résolution de conflits établis, peu importe à quel point nous parlons de nos langues d'amour, etc., ça ne va servir à rien. Parce que une des choses les plus importantes même dans un couple, c'est comment est-ce que les couples résolvent leurs conflits en fait. Parce que les conflits, il va y en avoir. Nous avons des backgrounds différents, nous avons des histoires différentes, nous avons même parfois des visions du monde différentes. Nous sommes qui nous sommes uniques dans ce monde. Donc quand deux personnes uniques, avec des similarités, se réunissent, il va y avoir des tensions, il va y avoir des conflits. La question c'est comment est-ce qu'on résout ces conflits. Ça c'est pour moi la chose la plus importante dans un couple. Donc le langage d'amour ne va pas empêcher qu'il y ait des conflits en fait. Donc voilà la première critique qu'on peut faire à ce concept. En parlant de résolution de conflits, je vais prendre un exemple ou deux exemples précis pour que mon argument soit clair. Je prends l'exemple par exemple d'une femme qui a peur d'être abandonnée. Elle a peur d'être abandonnée, peut-être qu'elle a grandi dans une famille où peut-être un de ses parents n'était pas présent, ou un de ses parents est décédé trop tôt, etc. Bref, les gens ont grandi avec différents types de peurs. Enfin, on a tous nos peurs, nos traumatismes, etc., etc. Bon, la femme, elle a peur d'être abandonnée. Sauf que son mari, c'est quelqu'un qui adore la lecture, c'est un introverti, qui aime rester dans son coin, etc. Quand lui est dans sa lecture, il reste dans son coin, la femme, ça trigger cette peur, ça déclenche cette peur d'être abandonnée. Elle a l'impression que quand lui est dans son coin, ça veut dire qu'il veut la quitter, il ne veut pas rester à elle, etc. Elle a peur. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à les critiquer. Elle le critique. Sauf que lui, sa peur aussi, c'est... Voilà, il n'aime pas les critiques en fait. Il a grandi dans une famille où on le critiquait beaucoup, etc. Donc, il n'aime pas les critiques. Et donc, quand elle les critique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se renferme encore plus. Et quand il se renferme encore plus, quoi? Quand elle ressent cet esprit d'abandonnement, c'est-à-dire cette peur d'être abandonné. C'est comme ça qu'on est dans un loop, ce qu'on appelle un loop. C'est-à-dire, on est dans un cycle, voilà, on est emprisonné dans cette roue-là, infinie, là. On se fait du mal, on n'arrive pas. Les langues, peu importe. Si le gars parle la langue d'amour de la femme, peu importe si la femme parle, tant qu'ils sont dans ce cycle-là, ça ne va rien changer. Ou alors je prends l'exemple du garçon. Si un gars, lui, il a été dans une relation amoureuse où ses copines l'ont trompé, ou ont abusé de sa confiance, etc. Et par exemple, il est avec une femme qui a déjà été indépendante, elle a déjà fait ses choses de son côté, elle a fait ses choses seule. Chaque fois qu'elle a fait ses choses seule, sans le consulter, sans être transparente, etc., lui, il va pas voir ça comme ça, il va prendre ça personnellement en mode, elle me cache des choses, elle veut pas que je sache, c'est sûr qu'elle est en train de mener notre vie. Et donc, du coup, le gars peut devenir abusif, verbalement. Et quand elle devient abusif verbalement, elle a grandi dans une famille, justement, où on abusait d'elle verbalement. Elle se sent pas bien quand tu commences à faire ce genre de choses. C'est vraiment, par exemple, si son langage d'amour de la femme, ce sont les mots doux, etc., elle va encore plus rester dans son coin, plus être silencieuse, plus se détacher. Et donc, du coup, le gars, il se sent encore plus trompé, etc. Donc, vous êtes dans un loop. Vous êtes dans un... Voilà. Donc, le langage d'amour ne va pas aider dans ce genre de situation, quoi. Ça va pas faire grand-chose pour le couple. Autre problème aussi dans les couples, c'est cette tendance à... En anglais, on dit keep score. C'est-à-dire que tout ce que tu fais de bien pour ton partenaire, tu le notes. Tout ce qu'elle fait de bien pour toi, elle le note aussi. Donc, vous êtes en compétition, en fait, pour savoir qui a fait plus que l'autre. La question, c'est que quand vous êtes en compétition comme ça, c'est pour gagner quoi? C'est quoi le prix à gagner? Parce que quand on compétit, en général, il y a un trophée, il y a quelque chose qu'on va gagner. Donc là, c'est une compétition complètement inutile, en fait. Et personne ne va gagner. Et donc, le langage d'amour peut venir s'ajouter maintenant. Peut entrer dans la compétition en mode moi, je parle ton langage d'amour plus que toi, par exemple. C'est-à-dire que si toi, tu aimes les cadeaux, moi, je te fais tellement de cadeaux.
mais toi, tu ne me fais pas ceci, tu ne me fais pas cela. Donc, tout vraiment, le langage d'amour vient maintenant s'insérer dans les problèmes. En fait, il y a ce problème, il y a cette dynamique de compétition dans le couple. Le langage d'amour ne va pas résoudre ça, en fait. Il ne va pas résoudre cette dynamique-là. Et la compétition, en général, c'est une question de dynamique de pouvoir. Quand la dynamique de pouvoir n'est pas saine dans le couple, quand il n'y a pas un ordre établi, c'est-à-dire une hiérarchie ou alors un système de pouvoir, c'est-à-dire quand chacun ne connaît pas sa place, ou alors quand il y a quelqu'un qui se sent, on appelle ça disempowered, c'est-à-dire quelqu'un il n'a pas l'impression d'avoir sa place ou du pouvoir dans la relation, quand quelqu'un se sent écrasé ou whatever, ou alors quelqu'un d'autre ne se sent pas écouté, ou whatever, quand les deux ne se sentent pas empowered, c'est-à-dire secure, ils ne se sentent pas à l'aise, je veux dire, ils n'ont pas l'impression d'avoir chacun son mot à dire, que leur mot compte, que leur avis compte, etc. Bah, on va se lancer dans les compétitions et voilà, ça va entraîner des conflits et les langages d'amour, voilà, vont encore une fois de plus montrer leurs limites. Une autre limite aussi des langages d'amour, c'est qu'ils peuvent changer avec le temps. Par exemple, les gens grandissent. Le langage d'amour d'une fille, par exemple, quand elle est adolescente, elle va écouter les mots doux, qu'on lui écrive les lettres, les machins, tout ça. Ça peut très vite changer qu'elle devienne une maman, par exemple. Là, son langage d'amour peut devenir rapidement les moments les services. Elle veut sentir que son mari l'aide, par exemple, à s'occuper des enfants, l'aide dans les tâches à la maison, etc. Pas forcément qu'on lui chante les chansons, qu'on lui dise les mots doux. On lui dit, ça peut changer, ça change. Ou alors, je prends un gars qui, lui, quand il était jeune, il voulait qu'on passe du temps avec lui. C'était l'attention et tout ça, mais en grandissant, il veut aussi justement se sentir, qu'on l'aide parce qu'il a beaucoup de responsabilités, il veut sentir que sa partenaire, son épouse prend soin de lui en faisant certaines choses pour lui et tout ça, donc ça change. Donc une des plus grandes, des langages d'amour les plus importants dans le dit, c'est l'écoute. Il faut savoir écouter, il faut savoir, quand il dit écouter, c'est pas seulement s'asseoir et raconter, donc observer son partenaire, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, comment elle se comporte, ce qu'elle ressent, ses émotions. On veut dire, il faut savoir le lire en fait, parce que ça peut changer. Donc si au début de votre relation, vous avez fait les tests et tout, alors vous vous êtes rendu compte que le langage d'amour de ma partenaire ou de mon partenaire, c'est tel langage, et que vous restez là-dessus, tout au long de votre parcours, il y a des chances qu'à un moment donné, il y ait un problème de miscommunication, que la mésentente, parce que vous ne soyez plus sur la même longueur d'onde, parce que ça a changé. Et imagine comment tu entres dans une relation, toi tu parles français, ta langue d'amour, après on te dit d'apprendre l'anglais, tu apprends l'anglais, c'était d'abord pas facile. Maintenant ça change, après ça devient l'allemand. Donc, bref, c'est ça les limites des langages d'amour. Une autre critique qu'on peut faire au langage d'amour, c'est que très souvent, les gens qui croient en ce concept, ils s'enferment dans le fait d'attendre que l'autre nous aime. Parce que Gary Chapman, il parle d'un concept de réservoir. Il dit que chacun d'entre nous a un réservoir et que quand notre réservoir est vide, on n'arrive pas à aimer. C'est-à-dire qu'on ne peut donner que ce qu'on a, quoi. Donc, quand ton réservoir d'amour est vide, tu n'arrives pas à aimer. Et sauf que les gens pensent toujours que c'est l'autre qui doit remplir mon réservoir. Mais non, langage d'amour, il faut comprendre que il faut s'aimer soi-même. C'est-à-dire que si mon langage d'amour, c'est les temps de qualité, par exemple, et que mon partenaire ou ma partenaire n'a pas le temps de passer du temps avec moi, je dois passer du temps avec moi-même. C'est-à-dire que je prends du temps pour moi-même, pour me faire plaisir. Je passe un temps de qualité avec moi-même. Je m'aime d'abord, c'est-à-dire que je me remplis moi-même. Et c'est de cet amour-là, de ce remplissage-là que je vais prendre, je vais aller donner. Par exemple, si moi je me lève, disons par exemple, mon langage d'amour, c'est les cadeaux. Et je me lève, je vais m'acheter une belle montre. La joie, le plaisir que je vais ressentir après m'être acheté cette belle montre, je pourrais transmettre cette joie ou ce plaisir à mon partenaire. En fait, donc pas toujours attendre que ce soit mon partenaire qui fasse des choses pour moi. Donc voilà, il y a aussi cette limite des langages d'amour là. C'est pas toujours une histoire de l'autre qui doit faire pour moi, en fait, l'autre qui doit parler ma langue d'amour, l'autre qui non, je dois aussi me parler, je dois aussi, c'est le self-care comme on dit. Bon, je vais revenir, je les ai mentionnés, les 5 prochains points, je les ai mentionnés dans la précédente vidéo. Là, je vais y aller très rapidement en fait, pour que ça fasse 10, parce que voilà, que des top 10 sur ma chaîne, donc il faut forcément 10 points. Donc, premier point, c'est que nous avons tous une langue d'amour principale, c'est-à-dire que tu as beau avoir grandi en parlant ta langue maternelle par exemple et le français, il y a une langue que tu comprends mieux, dans laquelle tu es le plus à l'aise. Donc nous avons tous une langue d'amour, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire oh non, moi j'aime les cadeaux, moi j'aime le toucher, moi j'aime autant l'attention. Non, il y a quelque chose qui te parle plus que les autres ou que tu entends mieux que les autres. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les dialectes. Les dialectes, comme j'ai dit, il y a l'anglais par exemple, tu as l'anglais américain, tu as l'anglais british, tu as l'anglais, tu as le pidgin, tu as l'anglais nigérian, tu as l'anglais australien. Donc tu as différentes formes ou types d'anglais, il y a différents dialectes. Par exemple, je peux savoir que
Mon épouse, elle aime les mots d'affirmation, mais moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'aime écrire les lettres, mais c'est pas forcément le dialecte qu'elle comprend le mieux. Elle peut peut-être comprendre les mots doux quand je viens la flatter, tout ça et tout ça. Donc, pour chaque langue, il y a différents dialectes. Donc, c'est bien de connaître ta langue. C'est encore mieux de connaître même le dialecte qui passe le plus, quoi. Par exemple, le toucher. Mon épouse peut aimer le toucher. Et moi, sauf que quand moi, je sais qu'elle me touche, oui, seulement toujours le sexe, oui, seulement, voilà. Non, elle peut me toucher, elle peut aimer les câlins, beaucoup plus de câlins, ou alors les massages, etc. Donc, il faut faire attention au dialecte. Il ne faut pas rester figé sur un seul type. Enfin, c'est une seule façon de faire. Comme on dit, il faut switch things up, il faut spice things up. So, voilà aussi un autre piège dans lequel il ne faut pas tomber par rapport au langage d'amour. Comme j'ai dit, une des choses très compliquées avec le langage d'amour, c'est qu'il faut apprendre à parler le langage d'amour de l'autre. Si tu as la chance que tu t'es mis avec quelqu'un qui comprend ta langue d'amour, ton langage d'amour et qui parle ton langage d'amour, tant mieux. Mais très souvent, beaucoup de gens se mettent ensemble sans même considérer ces choses. Donc, il faut apprendre, ça demande beaucoup d'efforts, de sacrifices, de temps. Et ça, c'est vraiment l'amour, quoi. Ça, le sacrifice, l'effort, c'est ça l'épreuve d'amour. Donc, ça s'apprend, il faut être très patient, n'est-ce pas? La patience qui est une des principales caractéristiques de l'amour. Non, c'est pas facile, quoi. Je veux dire, on va dire, c'est ça une des limites des langages d'amour, c'est que ça peut prendre énormément de temps. Sauf que pendant que tu es en train d'apprendre, il y a beaucoup de dégâts qui sont faits, quoi. C'est-à-dire que d'ici à ce que tu apprennes peut-être une deuxième langue, il y aura beaucoup d'opportunités que tu auras ratées. Tu vois ce que je veux dire, donc c'est ça. Autre piège aussi avec les langages d'amour, c'est qu'on peut parler une langue, mais on ne l'écoute pas bien, on n'entend pas bien. Par exemple, je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait des petits magazines qu'on appelait les MAD. C'était des petits livres là avec des lyrics de chansons. Je connaissais déjà des amis, elles chantaient les chansons en anglais comme pas possible. C'est-à-dire que quand la chanson commence, elle va te chanter toute la chanson. Elle parle bien, mais elle ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui sont faciles, ça peut être un bon parleur, un flatteur, un gars qui a le charme et tout ça, les mots doux et tout ça, il sait te toucher les mots. Il parle, mais quand tu lui parles, tu peux penser que c'est sa langue d'amour parce qu'il parle ça tellement bien. Mais quand tu lui parles, quand tu essaies de faire la même chose avec lui, ça lui dit pas grand chose, c'est pas trop son truc, quoi. Il va pas vraiment le toucher, peut-être que son langage d'amour à lui, ce sont les cadeaux. Tu vois, c'est qu'il comprend. Il faut faire attention à ce que l'autre comprend, pas forcément le langage que l'autre parle. De même, pareillement, enfin, il y a des gens qui ne parlent pas très bien une langue, mais la comprennent très bien. C'est-à-dire que quand j'apprenais par exemple l'anglais, avant de m'exprimer correctement, j'entendais très bien. J'ai d'abord commencé par entendre avant de bien parler. En général, c'est ça quand tu apprends une autre langue. Donc, il y a des gens qui, tu peux penser que comme lui, il ne fait pas beaucoup de cadeaux, ce n'est pas sa langue d'amour. Comme les tout entre eux, justement, comme je disais, pour revenir à mon exemple. Par exemple, tu peux voir un gars, vu qu'il ne parle, il ne te touche pas beaucoup, il ne fait pas beaucoup de câlins, il ne fait pas beaucoup de massages, tu peux penser que non, lui, ça c'est pas sa langue d'amour. Vu qu'il ne parle pas ça très bien, cette langue-là très bien, tu peux penser que c'est pas son langage d'amour. Pourtant, c'est son langage d'amour en fait. Peut-être que lui, il te fait beaucoup de cadeaux, il ne te touche pas beaucoup, il te fait beaucoup de cadeaux, mais que sa vraie langue d'amour, c'est le toucher et qu'il va apprécier vraiment quand tu le touches, quand tu prends l'initiative pour le sexe et tout ça. Donc, il faut faire, il y a ces pièges-là à éviter. Donc voilà, c'était tout pour les pièges à éviter, les critiques et les limites des langages d'amour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau top 10. Peace out.